Mercredi 20 novembre 2024, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal sur Mondico Télévision, dont voici les grandes lignes. Face à la volonté du chef de l'État de modifier la Constitution, une alliance de circonstances s'est nouée entre plusieurs de ses opposants, bien décidés à lui barrer la route. Au cours d'une déclaration commune ce mercredi 20 novembre 2024, les opposants ont dénoncé ce qu'ils qualifient de plan diabolique visant à changer la Constitution et à consacrer la balkanisation de notre pays. La famille biologique de Patrice Emery Lumumba a condamné ce mercredi 20 novembre 2024 à Kinshasa la vandalisation du mausolée de leur père. Elle l'a fait par le truchement de Roland Lumumba, fils cadet du premier ministre de la RDC. Pour ce dernier, le combat de Lumumba ne devait pas être abandonné. Un climat de controverse s'observe depuis la clôture des États généraux de la justice le week-end dernier, qui ont débouché sur 350 recommandations, parmi lesquelles la création du Haut Conseil de la justice en remplacement du Conseil supérieur de la magistrature. Une recommandation saluée par les huissiers de justice, mais dénoncée par les magistrats qui promettent de poursuivre en justice les rédacteurs. Mesdames et messieurs, bonsoir. À la une de l'actualité, les principales forces politiques de l'opposition congolaise regroupant le FCC, la MONUC et Ensemble pour la République s'y sont exprimés ce mercredi au siège de la CENCO à Kinshasa pour rejeter fermement le projet de révision de la Constitution porté par le président Félix Tshisekedi. Au cours d'une déclaration commune ce mercredi 20 novembre 2024, les opposants ont dénoncé ce qu'ils qualifient de plan diabolique visant à changer la Constitution et à consacrer la balkanisation de notre pays. Suivez. Encore moins de puissances étrangères. La Constitution a été conçue pour assurer le bon fonctionnement des institutions de la République, prévenir les conflits internes, promouvoir et consolider la cohésion et l'unité nationale, garantir les libertés publiques, promouvoir l'état de droit, empêcher les dérives dictatoriales et garantir une alternance démocratique régulière. En outre, il n'y a rien de plus faux que l'affirmation de M. Félix Tshilombo déclarant à Lubumbashi que l'article 217 serait responsable de l'occupation de nos terres par des étrangers. En réalité, là, il confond la notion de souveraineté avec la notion de cession de terre. Aujourd'hui, de rappeler que dans notre pays, selon l'article 214, alinéa 2 de la Constitution, aucun millimètre, je dis bien aucun millimètre du territoire national ne peut être cédé à quiconque sans l'accord préalable du peuple congolais consulté par référendum. Voilà. Disposition de la Constitution du 18 février 2006. Et toujours en rapport avec le changement de la Constitution, les voix se multiplient contre cette révision constitutionnelle. Francis Moulaja, président du mouvement des Patriotes pour la démocratie, MPD, et cadre de la MONUC, a réagi sur la question lui posée sur l'option levée par le chef de l'État en rapport avec la retouche de la loi fondamentale. Il s'est dit très indigné de voir le régime au pouvoir prendre la fuite en avant et démontrer leur incapacité de gérer le pays. Il défend la position de Martin Fayoulou, celle de barrer la route à cette démarche. Suivez son propos.
M. Tshisekedi veut changer la constitution en utilisant l'intimidation, la manipulation, les faux prétextes de l'article 217 de la Constitution, alors que cette disposition se trouve dans plusieurs anciennes constitutions de notre pays, entre autres la Constitution de 1967 à son article 69, dont son défunt père Étienne Tshisekedi était co-rédacteur, dans celui de 1988 à son article 150, et j'en passe. Ce ne sont pas les belligérants ni les étrangers qui ont inventé cette disposition pour encourager ni céder nos territoires à un autre pays voisin. Mais ce Tshisekedi veut prendre la fuite en avance pour éviter le jugement de l'histoire sur son incapacité de gérer le pays et surtout de récupérer Bunagana et plus de 120 localités et villages parce que bloqués par l'article 4 de la charte de la communauté de l'Afrique de l'Est qu'il a signé sans l'aval du peuple congolais consulté par voie de référendum conformément à l'article 214. Nous serons derrière le commandant du peuple, Martin Fayoulou, pour le barrer la route et il n'y aura pas de changement de constitution ni de troisième mandat pour M. Tshisekedi, malheureusement. Et changeons de chapitre à présent pour nous rendre à la chambre basse du Parlement, voulais-je dire, la solution au mouvement de grève à répétition que connaît la société congolaise de transport Transco est sur la voie d'être trouvée. La délégation syndicale de cette entreprise publique a reçu les assurances du président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, en sa qualité d'autorité budgétaire sur la prise en compte des revendications des travailleurs. Il s'agit principalement de l'amélioration de leurs conditions salariales précaires. Regardez. La solution au mouvement de grève à répétition que connaît la Société congolaise des transports est sur la voie d'être trouvée. La délégation syndicale de cette entreprise publique a reçu les assurances du président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, en sa qualité d'autorité budgétaire sur la prise en compte des revendications des travailleurs. Il s'agit principalement de l'amélioration de leurs conditions salariales précaires. Lors d'un entretien avec le professeur Vital Kamerhe, le mardi 19 novembre 2024, dans son cabinet de travail, la délégation syndicale de Transco lui a remis un mémorandum contenant les revendications des agents. Il en ressort que la société n'a plus de ressources nécessaires pour prendre correctement et régulièrement en charge les travailleurs qui accumulent des mois d'arriérés de salaire. Le président de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamerhe, a donc rassuré ses interlocuteurs que des instructions claires devraient être données à la Commission économique et financière ECOFIN de l'Assemblée nationale pour la prise en compte du barème salarial des agents des Transco dans les projets de loi de finances 2025 actuellement en examen avant son adoption en plénière. Nous avions soumis un mémorandum à l'endroit du président de l'Assemblée nationale. Ce mémorandum comportait un seul point qui préoccupait tous les agents et cadres des Transco, c'est la prise en charge ou la prise en compte du barème salarial des agents Transco par notre budget. Après les échanges, nous avons été satisfaits de la réponse qui nous a été donnée et le président, l'honorable Vital Kamerhe, a dit qu'il va s'investir personnellement pour que ces barèmes salariales soient pris en charge par le budget. Il faut noter que le barème salarial attendu par les travailleurs des Transco est le fruit du travail d'une commission mise en place par le ministère des Transports. Mais d'après les bancs syndicales, le dossier a connu un blocage au niveau du ministère du Budget, d'où les recours à l'implication du président de l'Assemblée nationale. Et restons toujours à la Chambre basse du Parlement où une mission parlementaire de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo a séjourné à Kampala du 12 au 18 novembre 2024 pour échanger avec les autorités politiques ougandaises et le groupe d'amitié RDC-Ouganda sur le renforcement de la diplomatie constructive pour la paix entre les deux nations africaines. Conduite par l'honorable Lambert Mende, cette délégation a présenté son rapport le mardi 19 novembre 2024 au président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, avant de faire le même exercice très prochainement devant la plénière. Suivez.
Une mission parlementaire de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo a séjourné à Kampala pour échanger avec les autorités politiques ougandaises et les groupes d'amitié RDC-Ouganda sur le renforcement de la diplomatie constructive pour la paix entre les deux nations africaines. Conduite par l'honorable Lambert Mende Omalanga, la délégation des députés nationaux congolais qui ont participé à cette mission a présenté son rapport le mercredi 19 novembre 2024 au président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, avant de faire le même exercice très prochainement devant la plénière. Ce qu'on peut retenir, c'est que nous avons de part et d'autre conscience du caractère stratégique des relations qui doivent exister entre les deux parlements, dans la mesure où, en dehors de la Zambie, qui enjambe plus ou moins aussi le sud de notre frontière, l'Ouganda est le pays qui a la plus longue frontière avec la République démocratique du Congo, et que cela confère à nos relations avec ce pays un caractère stratégique dans la situation de déstabilisation actuelle que nous connaissons suite à l'agression injustifiée que nous subissons de la part d'un autre pays frontalier, pour faire en sorte que nous puissions ensemble étudier les voies et moyens de ramener la paix et la convivialité dans la région des Grands Lacs. Un MOU sera certainement signé dans les prochains jours entre le président de notre Assemblée nationale et la speaker du Parlement ougandais pour formaliser cette collaboration qui va s'établir dorénavant entre les deux chambres législatives des pays frères que sont la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Cette mission, dont l'objet était essentiellement parlementaire, a échangé tour à tour avec la Commission Affaires étrangères et la Commission Défense du Parlement ougandais avant d'être reçue par la présidente du Parlement Anita Annette Among. Cette dernière, à travers la délégation congolaise, a annoncé à son homologue Vital Kamerhe qu'elle va dans les prochains jours conduire personnellement une mission à Kinshasa pour faire suite aux échanges entamés avec la mission parlementaire congolaise qu'elle a reçue à Kampala. Bien avant de quitter la capitale ougandaise, la délégation des élus nationaux conduite par l'honorable Lambert Mende Omalanga a eu l'honneur d'échanger longuement avec le président ougandais Yoweri Kaguta Museveni, qui s'est dit très satisfait de cette passerelle établie entre les parlements des deux pays. Il leur a montré l'intérêt majeur que la RDC et l'Ouganda partagent en ayant une collaboration parlementaire et une coopération bilatérale permanente pour la paix et la sécurité de part et d'autre de leurs frontières. Et de son côté, la première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa Tuluka, a poursuivi le 19 novembre 2024 sa série des rencontres stratégiques au Canada en échangeant avec Mélanie Joly, ministre des Affaires mondiales du Canada. Au centre de leur discussion figurait le renforcement de relations bilatérales dans le cadre de la nouvelle stratégie Canada-Afrique, une initiative visant à intensifier les collaborations entre le Canada et les nations africaines. Vinny Galu Junior nous éclaircit. La série des rencontres entre la première ministre et les autorités canadiennes s'est poursuivie le mardi 19 novembre 2024. Cette fois, la chef du gouvernement congolais a été reçue par la ministre des Affaires mondiales, Mélanie Joly. La ministre canadienne s'est félicitée de rencontrer pour la première fois la première ministre de la République démocratique du Congo. Dans le cadre de cette nouvelle stratégie justement, les deux personnalités ont estimé qu'il fallait améliorer la fréquence des rencontres et des échanges. Les conflits dans la partie est de la RDC, alimentés par la présence des troupes rwandaises, ont fait l'objet de discussions franches entre Judith Suminwa et Mélanie Joly. En fait, on a eu l'occasion d'avoir des bonnes discussions sur plusieurs sujets, notamment les investissements, infrastructures et comment on peut renforcer la relation entre le Canada et la RDC. On a aussi parlé comment on peut aussi améliorer la situation sécuritaire, notamment dans l'Est du pays, et que le Canada peut jouer un rôle positif dans le fait de ramener la sécurité et la stabilité en RDC et dans la région. Après ces échanges, je pense que non seulement on est capable d'avoir de bonnes relations diplomatiques, mais aussi je pense que ce qu'on peut faire, c'est
d'améliorer la fréquence de nos rencontres. D'ailleurs, la ministre des Affaires étrangères, Thérèse, était ici récemment. Oui. Donc, 2 fois en 3 mois, c'est rare. On est très content d'avoir les représentants de la RDC ici. Pour sa part, la première ministre Judith Suminwa a sollicité une plus grande implication du Canada. Saluant des échanges fructueux, la première ministre s'est montrée optimiste sur le règlement des conflits dans l'Est et croit en l'amélioration de la coopération entre le Canada et la RDC, 2 pays liés par des liens très solides. Nos échanges ont été très positifs. Je pense que Madame la ministre comprend bien l'environnement politique, diplomatique dans lequel la RDC se trouve actuellement et que nous allons continuer d'améliorer, de renforcer nos liens, nos échanges, que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau diplomatique. Comme l'a dit Madame, je pense que c'était important de pouvoir avoir cet échange et nous allons continuer, bien entendu. C'est ça. La mission du ministère des Affaires mondiales est de diriger les relations diplomatiques et consulaires, d'encourager le commerce international du pays et de mener des efforts du Canada en matière de développement international et d'aide humanitaire. En accord avec sa politique d'aide internationale féministe, le Canada met également en œuvre un programme de développement en RDC qui priorise 3 piliers, à savoir l'égalité des genres et la lutte contre les violences sexuelles et fondée sur les genres, la santé ainsi que la gouvernance inclusive et la protection des enfants. Soulignant également que la RDC est le 6e plus grand bénéficiaire de l'aide canadienne pour le développement. Monsieur, s'il vous plaît. Et puis, il y a ce sujet qui fait débat à Kinshasa, à peine quelques jours après la fin des États généraux de la justice. Il s'observe une controverse sur les conclusions de ces travaux. Ces assises ont débouché sur 359 recommandations dans lesquelles certains participants ne se reconnaissent pas. Dans une assemblée générale tenue le mardi 19 novembre 2024, les magistrats ont dénoncé ces recommandations en promettant de poursuivre en justice les rédacteurs. Suivez. Les magistrats sont montés au créneau pour fustiger les conclusions des États généraux de la justice. Pour les magistrats, le Conseil supérieur de la magistrature doit garder sa forme actuelle où l'on ne trouve que les magistrats. À la fin des États généraux, le rapporteur a annoncé que le Conseil supérieur de la magistrature deviendra Conseil supérieur de la justice en incluant de non-magistrats. Pour le secrétaire général du syndicat national de magistrats du Congo, leur volonté est d'améliorer le système judiciaire congolais. Nous sommes allés là-bas pour discuter en nous regardant dans les yeux et nous dire pourquoi est-ce que les chambres de discipline ne fonctionnent pas? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les chambres de discipline fonctionnent? Nous sommes allés là-bas pour dire et regarder ensemble qu'est-ce qu'il fallait faire pour que les magistrats affectés dans un endroit précis rejoignent son lieu d'affectation puisque l'employeur lui a donné ses moyens. Nous sommes allés là-bas pour dire en nous regardant dans les yeux pourquoi est-ce que nous n'avons pas de frais de fonctionnement? Pourquoi est-ce que nous n'avons pas de fonds secrets de recherche? Pourquoi est-ce que la rémunération du magistrat ne reflète pas ce qui a été décidé ou relevé comme recommandation en 2015 et qu'est-ce qu'il fallait faire pour que les choses changent? C'est pourquoi, de bonne foi, nous sommes allés là-bas. Puisque nous voulions en fait les débats. C'était ça l'essence même des États généraux. Puisque nous n'avons que ces pays et nous voulons que les choses marchent. Dans le même temps, les syndicats ont vivement dénoncé ce qu'ils considèrent comme une trahison des objectifs des États généraux. C'est ainsi qu'ils ont exprimé une ferme opposition aux résolutions adoptées, les jugeant non conformes aux recommandations formulées lors de ces assises. Le SINAMAC a promis de saisir la justice pour contester les résultats des États généraux, puisque le comité de rédaction a, selon eux, déformé les recommandations de ces travaux. Nous allons saisir toutes les autorités. La présidence et le président de la République, parce que c'est lui qui est le garant de la nation, pour dénoncer ce qui a été fait. Nous allons saisir lui-même le ministre de la Justice, le ministre d'État, pour dénoncer ce qui a été fait au niveau du comité de rédaction de ces travaux. Parce que nous ne pouvons pas comprendre qu'au niveau des ateliers, il y a eu des recommandations qui ont été faites et qu'il se passe un tripatouillage lors de la rédaction finale. C'est un comportement qui ne peut pas rester impuni
Nous tenons à vous rassurer d'être serein, d'être calme. Nous allons saisir également le bureau du Conseil supérieur de la magistrature pour dénoncer la fraude qui a été faite et établir les responsabilités par la suite et réprimer cela. Nous allons également saisir les instances judiciaires. J'ai omis de dire cela. Cette assemblée générale extraordinaire témoigne de l'engagement des magistrats à défendre l'intégrité des travaux réalisés et à poursuivre les réformes nécessaires pour un système judiciaire plus juste et efficace en RDC. Et de leur côté, les huissiers de la justice de la RDC ont quant à eux soutenu l'idée de la création d'un haut conseil de justice pour remplacer le Conseil supérieur de la magistrature. C'est Francis Ekonji, président de la Chambre nationale des huissiers, qui l'a annoncé à la presse le mardi 19 novembre 2024, après la restitution des travaux des États généraux de la justice auprès de ses pairs réunis à Kinshasa. Il pense que cette structure va permettre à tous les acteurs de la justice de participer aux décisions qui sont prises dans ce secteur. On écoute son propos. La justice concerne plusieurs acteurs. Il y a les huissiers de justice, il y a les magistrats, il y a les avocats, il y a les notaires, il y a plusieurs acteurs. Donc, l'idée également, ce que nous soutenons, c'est l'idée de la création du Haut Conseil de la justice. Parce que ce Haut Conseil nous permettra, nous les huissiers, de nous exprimer. Ça permettra également aux autres acteurs, les avocats, les notaires, le magistrat. Nous ne voulons pas que, même le greffier, nous ne voulons pas que la justice soit considérée comme un bien privé des magistrats. Nous avons fait quelques recommandations, quelques propositions en ce qui concerne notre loi, parce que vous allez vous rendre compte que chaque fois nous avons toujours déploré les arrestations arbitraires des huissiers de justice. Alors nous voulons que cela cesse. Et pour que cela cesse, il faut que la loi protège véritablement l'huissier de justice. Les raisons pour lesquelles nous avons fait des propositions en ce qui concerne notre loi, par exemple, pour que l'huissier de justice soit arrêté, il faut que le président provincial soit informé, mais également l'huissier ne pourra être arrêté que par ou interpellé par le parquet général, près la cour d'appel. Et cela nous éviterait les arrestations arbitraires. Et je l'ai annoncé dans les principaux titres de ce journal, la famille biologique de Patrice Emery Lumumba a condamné ce mercredi 20 novembre 2024 à Kinshasa la vandalisation du mausolée de leur père. Elle l'a fait par le truchement de Roland Lumumba, fils cadet du Premier ministre de la RDC. C'est dans la nuit du lundi 18 au mardi 19 novembre 2024 que le mausolée du héros national, se trouvant dans la commune de Limete à l'est de la capitale, a été vandalisé. Pour Roland Lumumba, en dépit de cet acte, le combat de Lumumba ne devrait pas être abandonné. Images et commentaires. Au lendemain de la vandalisation du mausolée de leur père sur le site de l'échangeur dans la commune de Limete à l'est de Kinshasa, la stupéfaction, la colère sont loin de retomber dans la famille Lumumba. Dans une interview accordée à l'ACP, à la résidence familiale sur le boulevard du 30 juin, dans la commune de la Gombe au nord de la capitale, le fils Lumumba a condamné cet acte ignoble commis sur un site censé être l'un des mieux protégés de la ville. Le DG des musées nationaux qui m'en a appelé qu'il était sur place, il m'a confirmé que cette triste nouvelle. J'étais stupéfait, je ne comprenais pas comment ça peut arriver. Et où? Au Congo. Que les Occidentaux, c'est des étrangers qui malmènent Lumumba, je peux comprendre. Mais dans son pays, sous la protection des siens, c'est ça que je ne comprenais pas. C'est une situation scandaleuse. Et vraiment, on est très très soumis au sein de la famille.
Dans le même temps, Roland Lumumba s'est adressé non seulement aux Congolais, mais également au monde entier. Il a demandé à ses compatriotes d'être courageux et vigilants. À ceux-là qui tentent d'effacer l'histoire de Lumumba, le fils cadet du héros national leur promet qu'ils n'auront pas gain de cause. Au monde entier, d'abord aux Congolais pour lesquels Lumumba s'est sacrifié, je leur demande d'être courageux, d'être vigilants. On essaye de nous faire oublier les idées de Lumumba, croyant qu'en profanant sa tombe, croyant qu'en faisant ce genre d'actes, qu'on va l'oublier. Non, il ne faut pas l'oublier. Il faut penser à son sacrifice, à ce qu'il a fait, ce qu'il a dit par rapport à notre pays, que c'est une étape et ça va passer rapidement. Ces genres de personnes n'auront pas gain de cause sur l'idée Lumumba. Cet acte ignoble ne fait pas seulement offense à la mémoire d'un grand homme, mais également aux valeurs de respect et de dignité. Lumumba est un symbole de lutte et de justice. Profaner son mausolée, c'est renier l'histoire et le combat qu'il a mené à estimer sa famille. Et dans le reste de l'actualité, en mission de travail en RDC, le directeur de programme de l'UNICEF basé à New York, Georges Laria Adjei, s'est rendu au centre de santé de référence Vijana à Kinshasa. Cette visite marquée par des échanges avec les malades atteints de Mpox et tout le staff a permis d'évaluer l'impact de l'appui de l'UNICEF dans la lutte contre cette maladie. Sur place, il a été accueilli par les autorités sanitaires locales, dont le chef de division provinciale de la santé, le chef de bureau hygiène de la ville-province de Kinshasa et le médecin-chef de zone de Lingwala. Regardez. Depuis son ouverture le 23 août 2024, le centre de santé de référence Vijana à Kinshasa s'est positionné parmi les établissements en première ligne dans la lutte contre l'épidémie de Mpox. En moins de 3 mois, il a accueilli 198 patients, dont plus de 99 cas confirmés. Malheureusement, 10 décès ont été enregistrés, parmi lesquels 2 enfants de moins d'1 année. Avec une capacité d'accueil de 28 lits, le centre prend en charge ses patients selon un protocole rigoureux dicté par le ministère de la Santé. Actuellement, 28 patients confirmés reçoivent de soins, tandis que les cas suspects sont isolés dans une tente en attente de confirmation des résultats. Reconnu pour son efficacité dans la gestion des crises sanitaires, le centre hospitalier Vijana suit scrupuleusement le circuit des malades. Les équipes médicales entièrement mobilisées travaillent jour et nuit pour fournir une prise en charge optimale. Le docteur Jerry Mukayonde, coordonnateur du site de traitement, se veut rassurant quant à la disponibilité des intrants médicaux essentiels pour affronter cette épidémie. Lorsque nous recevons le patient, il passe d'abord par le triage. Il passe par le triage. On voit, on regarde si c'est un cas. Si c'est un cas valide, on le fait entrer dans le site. Si c'est un non-cas, donc c'est un cas non valide, on le fait retourner directement à la maison. Et la façon de faire les patients qui sont des cas valides à l'intérieur, comme des cas suspects, c'est juste pour casser la chaîne de transmission. Parce que cette personne peut contaminer d'autres personnes. Et lorsqu'il arrive là-bas à l'intérieur, on consulte, on essaie un peu de prélever aussi l'examen pour envoyer au laboratoire. Et aussi, on commence directement les traitements. On commence directement le traitement sur la prise en charge. Le gouvernement dans ce combat contre le Mpox bénéficie du soutien de taille des partenaires tels que le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF. En visite au centre Vijana, Georges Laria Adjei, directeur de programme de l'UNICEF basé à New York, a évalué plusieurs axes d'intervention, notamment la prévention et le contrôle des infections, la communication et la vaccination. Il a particulièrement salué la gestion stricte de l'hygiène hospitalière, la disponibilité de points d'eau cruciales pour l'hygiène des mains, la gestion rigoureuse de déchets médicaux essentiels pour prévenir les contaminations. Pour lui, ces efforts témoignent de l'engagement des équipes locales et offrent une base solide pour renforcer la lutte contre le Mpox. Nous, en tant qu'UNICEF, nous sommes engagés à travailler avec tous les pays
infectés. And to be able to treat those who have it as quickly as possible and to help community members to prevent the spread of the virus. In helping countries, on fait 3 choses pour aider le pays. Et le premier, c'est ce qu'on appelle PCI. The toilets are working. L'eau et les toilettes, ça fonctionne bien pour prévenir les gens et aussi les contrôler. Et ici, au centre de santé Vijana, on fait la même chose. Et aussi, nous aidons la communauté à être conscientisée par rapport à ce qui se passe. La visite s'est conclue par une simulation des sensibilisations dans la communauté, illustrant le rôle crucial des relais communautaires dans l'éducation sur les mesures de prévention et de contrôle du Mpox. La lutte contre le Mpox continue et des centres comme Vijana, avec le soutien des partenaires comme l'UNICEF, restent au cœur de la réponse. Et toujours en santé, bientôt les zones de santé de la RDC situées aux frontières avec l'Angola vont vacciner contre la fièvre jaune, une épidémie qui sévit en République d'Angola. Pour y arriver, il faut former ces zones de santé pour mieux administrer le vaccin. Les membres responsables et les équipes cadres de cette zone de santé viennent suivre une session de renforcement de leurs capacités pour protéger la population contre cette maladie aussi contagieuse que mortelle. Images et commentaires. La province du Congo central, région de la République démocratique du Congo, qui partage une longue frontière avec la République d'Angola, compte vacciner la population de cette contrée contre la fièvre jaune. C'est dans le but de créer une barrière immunitaire contre cette maladie très contagieuse et dangereuse dont l'épidémie sévit dans ce pays voisin. Sur les 11 zones de santé que couvre l'antenne du programme élargi des vaccinations BOMA, 4 ont déjà organisé une campagne de vaccination contre cette maladie en 2016. Les 7 autres restantes se préparent également à le faire bientôt. Dans le but de renforcer les capacités de responsables des zones de santé concernées, un atelier de formation de 2 jours a été organisé à Boma pour préparer ces zones de santé à faire face à cette campagne de masse qui va concerner près de 90% de la population, c'est-à-dire toute personne dont l'âge varie entre 9 mois et 60 ans. Les objectifs assignés, c'est de capaciter les équipes cadres des zones de santé pour qu'ils puissent réaliser correctement la campagne de vaccination contre la fièvre jaune. C'est une activité très lourde parce qu'elle concerne presque toute la population. Parce que nous partons de 9 mois jusqu'à 60 ans. La province n'est pas une épidémie, mais nous faisons des campagnes préventives de manière à renforcer la protection de la population parce que nous vivons dans une région où il est susceptible de faire la maladie, surtout avec la frontière avec l'Angola. Nous avons beaucoup de cas suspects et le gouvernement pensait protéger toute la population en leur apportant le vaccin. Cet atelier a été appuyé par le niveau central du programme élargi des vaccinations qui va accompagner les zones de santé à réaliser ces tâches correctement. Cette campagne de vaccination est également organisée en partenariat avec l'Organisation mondiale de la santé et le Fonds des Nations unies pour l'enfance. L'appui de l'UNICEF dans l'ensemble, c'est sur le plan logistique surtout. L'UNICEF est là pour accompagner l'antenne sur le plan logistique à rendre disponibles les vaccins et les autres intrants vraiment à tous les niveaux, au niveau opérationnel, donc à toutes les zones de santé ciblées et les aires de santé. Et aussi, il y a l'appui aussi en communication. L'UNICEF est en train d'appuyer la communication, la reproduction des outils de gestion et aussi les messages à travers différents médias de la place pour que la population soit suffisamment informée. Nous demandons à la population de vraiment s'approprier de cette campagne de vaccination. La formation s'est achevée, mais la date où se déroulera la campagne de vaccination contre la fièvre jaune dans ces zones frontalières à l'Angola n'est pas encore fixée. Dans 20 zones de santé. C'est déjà la fin de ce journal, mais je vous rappelle les principaux titres avant de nous séparer complètement. Face à la volonté du chef de l'État de modifier la Constitution, une alliance de circonstances s'est nouée entre plusieurs de ses opposants, bien décidés à lui barrer la route. Au cours d'une déclaration commune ce mercredi 20 novembre 2024,
Les opposants ont dénoncé ce qu'ils qualifient de plan diabolique visant à changer la constitution et à consacrer la balkanisation de notre pays. La famille biologique de Patrice Emery Lumumba a condamné ce mercredi 20 novembre 2024 à Kinshasa la vandalisation du mausolée de leur père. Elle l'a fait par le truchement de Roland Lumumba, fils cadet du premier ministre de la RDC. Pour ce dernier, le combat de Lumumba ne devait pas être abandonné. Un climat de controverse s'observe depuis la clôture des États généraux de la justice le week-end dernier, qui ont débouché sur 350 recommandations, parmi lesquelles la création du Haut Conseil de la justice en remplacement du Conseil supérieur de la magistrature. Une recommandation saluée par les huissiers de justice, mais dénoncée par les magistrats qui promettent de poursuivre en justice les rédacteurs. Voilà, ce journal est complètement terminé. C'était un plaisir pour nous de vous le présenter. Retrouvez la prochaine grande édition demain jeudi à 19h. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et très bonne suite des programmes sur Mondico Télévision. Une pensée en écrit. Bonsoir chez vous.